Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Jorge Rebelo Pinto Chikoti, le nouveau secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui a pris ses fonctions en mars dernier pour un mandat de 5 ans. Premier Angolais à occuper le poste dans les ACP, Jorge Chikoti entend bien défendre les intérêts des 79 États membres de son organisation dans les négociations qu'il mène face à l'Union européenne. Il y a des questions comme l'ingérence extérieure, la question de la peine de mort, il y a les questions de la migration par exemple, qui sont des thèmes qu'on perçoit sur des angles différents. Mais l'important c'est quoi? L'important c'est qu'on puisse se rencontrer et discuter. Le Waché, un riz cantonais africain, se hisse au rang des plats qui comptent au Togo et c'est grâce à la coopérative des femmes vaillantes qui a compris comment fournir un riz de meilleure qualité. Cette activité a permis aux membres de la coopérative d'améliorer leurs revenus et de ne plus sentir la pauvreté. Financer sa PME sans banque, cette femme d'affaires aujourd'hui à la tête d'une société florissante à Abidjan a réussi à surmonter cet obstacle en apparence insurmontable. Il y a une absurdité en Afrique. L'Afrique exporte ce qu'elle produit et importe ce qu'elle mange. Et c'est tout le contraire au Brésil. Et je trouve qu'il faut changer ça. À Agné, à 200 km au nord de Lomé, au Togo, la coopérative des femmes vaillantes s'est lancée dans le pari d'apporter aux consommateurs un riz long grain de meilleure qualité pour cuisiner un waché savoureux. Ce petit déjeuner ouest-africain à base de riz étuvé et d'haricots est très populaire mais nécessite un riz sans brisure. Grâce à un équipement amélioré et à une technique agricole de repiquage apportée par un programme de la CEDEAO, ces femmes ont réussi à répondre aux défis et à améliorer leurs revenus. Regardez. Petit déjeuner dont on raffole en Afrique de l'Ouest, le waché est aussi très apprécié au Togo. Du riz, un peu de haricots, le reste de la recette de ce riz cantonais africain est un secret bien gardé. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'est pas fait avec n'importe quel riz, mais du riz étuvé qui fait toute la différence et confère l'arôme et la saveur tant appréciés au waché. Agné, 200 km au nord de Lomé au Togo. Ici, les hangars de fortune ne désemplissent pas de la matinée. Tout le monde a droit à son plat de waché. Mais certains ont des réserves quant à sa qualité, parce qu'on y retrouve parfois quelques morceaux de cailloux ou un peu de sable. Les consommateurs les plus exigeants veulent donc un riz long grain de meilleure qualité. Ebiro Kadokali et son groupe de femmes vaillantes ici à Agné travaillent depuis 7 ans à satisfaire cette clientèle exigeante. Avec le riz que nous transformons à Agné ici, vous avez la même saveur et le même arôme si vous voulez manger du vrai waché. La différence, c'est que nous utilisons une étuveuse avec laquelle nous avons un riz sans brisure et un riz très propre. L'étuveuse, la voici. Une sorte de passoire métallique géante que l'on pose sur une marmite au feu contenant de l'eau et qui produit de la vapeur permettant d'étuver le riz, c'est-à-dire de le traiter à chaleur douce. Avant, quand on n'avait pas l'étuveuse, on mettait directement le riz non décortiqué dans la marmite. Ce qui nous faisait perdre plus de 3 kg sur 100 kg. Mais quand on a eu l'étuveuse, nous avons 0% de perte sur 100 kg et nous avons aussi un gain en temps. La technologie de l'étuveuse, les femmes vaillantes d'Agné l'ont apprise à travers le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le PPAO nous a formés sur comment utiliser une étuveuse. Après quoi, ils nous ont donné un kit composé d'une marmite et d'une étuveuse, ce qui a changé du coup nos habitudes. Avec ce dispositif, Ebiro et sa coopérative de femmes vaillantes d'Agné changent de cap, deviennent plus compétitives et ont accès à une clientèle plus large. Et parmi ceux qui ont tout de suite adopté ce riz étuvé, il y a la sœur Georgette, membre d'une congrégation de la localité.
Tu ajoutes un peu d'oignon, un peu d'huile, c'est super. Le Waché s'invite donc à toutes les occasions. Sœur Georgette attend des convives en fin de journée, mais elle sera à court de stock. Vous tombez bien, hein? Donc je vais prendre ça. Le marché pour l'écoulement du riz étuvé existe bel et bien. La demande des consommateurs reste forte selon les productrices. Mais où trouver le stock de riz nécessaire pour satisfaire cette demande? Avec leurs méthodes traditionnelles, les fermiers n'ont pas toujours le rendement souhaité. Les femmes vaillantes d'Anier, quant à elles, ne jurent désormais que par la technique du repiquage. Avant, on faisait semis par poquet, semis à la volée, et c'est à peine que tu peux trouver 2 tonnes à l'hectare. Mais aujourd'hui, avec le repiquage, on va jusqu'à 6 à 7 tonnes par hectare, ce qui nous a permis d'augmenter aussi nos revenus. Donc cette technique, je l'ai apprise au cours d'une formation que PPAO m'a permis de suivre au Mali. Une technique dont les femmes vaillantes se font le porte-voix auprès des fermiers, un retour sur investissement garanti, elles le ressentent dans leurs revenus. Cette activité a permis aux membres de la coopérative d'améliorer leurs revenus et de ne plus sentir la pauvreté. Personnellement, je suis veuve. À partir de cette activité, je subviens aux besoins de toute ma famille et mes enfants aussi vont à l'école à base de cette activité. Ebiro et ses camarades voient désormais les choses en plus grand. Notre ambition, c'est d'avoir un centre d'étuvage en bonne et due forme si les moyens nous le permettent. Comme cela, nous allons augmenter la quantité de transformation pour satisfaire les demandes. Je vous le disais en titre, notre invité du jour est un passionné des relations internationales et des questions de développement, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Angola et ambassadeur de son pays à Bruxelles. George Robelo Pinto Chikoti a été élu en décembre dernier à Nairobi au Kenya pour un mandat de 5 ans avec un programme chargé. Il veut faire de l'organisation un interlocuteur de poids sur la scène internationale avec une véritable révolution interne. Il répond à nos questions depuis la salle du Conseil de l'organisation. Monsieur Chikoti, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour notre émission Initiative Africa. Comme Asha Sumput l'a rappelé lors de sa présentation, vous avez été élu en décembre dernier à Nairobi, au Kenya, et donc vous êtes en poste depuis mars, c'est-à-dire il y a quelques mois. Oui. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait beaucoup de dossiers sur votre bureau quand vous êtes arrivé là. Et, mais il faut ajouter à ça que l'arrivée du Covid-19 a tout chamboulé. Effectivement. Pour vous dire, effectivement, le Covid-19 est venu non seulement chambouler mon programme en tant que secrétaire général des ACP, parce que j'avais effectivement au cours des premiers jours annoncé un plan que je devrais exécuter, qu'en fait j'étais obligé de changer dans la semaine qui a suivi, compte tenu du fait qu'on est rentré dans les confinements. La situation est mauvaise, elle n'est pas du tout bonne, parce que la plupart des pays ont été affectés, non pas par la maladie en soi, mais par les mesures qu'ils ont dû prendre pour contenir la maladie. Donc le confinement, toutes les mesures qui ont empêché à ce que les gens puissent circuler, qui ont empêché à ce que les gens puissent produire. Donc il y a eu des cas de gens qui sont morts de faim. Et encore qui, pour des économies qui dépendent du tourisme ou des importations, ils ne peuvent pas, si vous voulez, démarrer. Donc l'ensemble des régions que je représente dans l'OACP, que ce soit aux Caraïbes, en Afrique ou au Pacifique, effectivement la situation est lamentable. Et quel rôle votre organisation peut-elle jouer dans ce contexte? Effectivement, nous avons joué dans les 4 accords que nous avons avec l'Union européenne. Nous avons pu mobiliser une somme d'environ 214 millions de dollars qui ont été en fait répartis sur l'ensemble des pays, à la fois pour répondre aux questions du Covid-19, mais surtout pour répondre aussi à d'autres besoins
dans la plupart de ces pays. Donc je pense que cela nous touche profondément, mais grâce à cet accord que nous avons avec l'Union européenne, on a pu mobiliser beaucoup d'argent sur une période aussi courte. Alors revenons, si vous le voulez bien, sur ces fameux dossiers prioritaires que vous avez trouvés en arrivant ici. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr la négociation des accords de Cotonou, qui devait être signé en 2018. Ça a été repoussé pour décembre 2020. Alors pourquoi un tel retard ? Effectivement, les négociations ont commencé en 2018. On devrait les achever il y a quelques mois. Vous savez que nous sommes en train de négocier un accord qui va durer les prochains 20 ans. Donc, ce n'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons estimer que les grandes difficultés ont été dépassées et on peut supposer que à la fin de l'année, finir la signature et probablement l'année prochaine avoir donc ces nouveaux accords. Et alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez résumer quels sont les enjeux, les grands enjeux de ces accords ? En quoi ces accords vont-ils modifier, améliorer la vie quotidienne des populations des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique ? C'est vrai. Oui, ça fait depuis 45 ans environ aujourd'hui, nous sommes donc dans la 46e année, l'Union européenne et les pays des tropiques, donc les 79 pays, on signe des accords sur une période de longue durée. Vous savez que l'Union européenne est l'un des partenaires les plus importants et peut-être les plus importants en termes d'aide au développement aujourd'hui dans le monde. Et l'Union européenne est sensible à l'ensemble des problèmes de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le sous-développement. Donc, ceci se fait sur un accord qui dure une longue période. Et l'intérêt de cet accord, il y a toute une série d'aspects qu'on discute, y compris les questions qui vont avoir avec le développement économique, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, tout ça. Donc, c'est un paquet complet. Je vous interromps parce que, si vous voulez, vous évoquez le fait que c'est date il y a 45 ans que cette coopération existe, mais au fond, il y a 45 ans, et aujourd'hui, quelle est la différence pour tous les pauvres qui vivent dans les pays ACP ? Oui, je crois que la différence, d'abord, c'est que pour cet accord qu'on est en train de signer maintenant, ça va être un accord qui va se faire sur 3 protocoles. Ça veut donc dire que chacune des régions, des 3 régions, le Caraïbes, le Pacifique et l'Afrique, auront un paquet qui est négocié, qui est financé, qui fait partie d'un tout, d'un ensemble. Et pour vous donner un exemple, ces accords permettent non seulement le financement des projets à l'intérieur de nos pays, mais ça facilite aussi la circulation des biens, des produits et des hommes. Ça permet à ce que la plupart de nos pays puissent produire leurs produits et les vendre en Europe. Donc, c'est un accord qui couvre plusieurs aspects qui aident effectivement au développement. Donc, si on vous entend bien, ces nouveaux accords vont effectivement changer la vie quotidienne des populations ? Si vous prenez, par exemple, la situation où on était il y a 45 ou 50 ans, mais ce n'était pas ça du tout. Mais de 50 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a eu énormément de développement. Quand vous faites des vacances, que ce soit à Tahiti ou aux Caraïbes, je ne sais pas, en Jamaïque, vous apportez de l'argent. Mais le fait que ces pays aussi peuvent exporter leurs produits, les sucres, les tabacs, ou d'autres produits, la banane, ça les rapporte aussi à leurs économies. Et ceci est valable également pour l'Afrique, où vous avez effectivement beaucoup de pays qui sont des producteurs agricoles et que ces pays exportent ici. Et comme il y a des investisseurs à la fois dans des produits agricoles ou dans le secteur privé en Afrique ou dans les Caraïbes et le Pacifique aujourd'hui, vous trouvez effectivement qu'il y a un dynamisme économique. Donc, ce qui veut dire l'objectif d'intégration de nos économies dans l'économie globale, elle est en train de se passer. Quelle est votre analyse sur l'évolution de la politique de développement de l'Union européenne ? Vous pensez qu'elle a progressé favorablement ? Oui, moi je pense que l'Union européenne a pu associer un certain nombre de choses dans leur coopération avec nos régions. D'abord parce que
l'Union européenne est la seule région qui structure sa coopération avec nos régions. Dans le cadre actuel, dans les prochains financements, dans l'NDK que l'Union européenne a défini, il y aura au moins 32 milliards de dollars pour l'Afrique, et environ 10 milliards pour les Caraïbes et environ 4 milliards pour l'Asie. Et en fait, lors de ces négociations, quelle est vraiment votre marge de manœuvre? Parce que, en fait, depuis 45 ans, vous êtes sous perfusion de l'Union européenne. Oui, mais voilà pourquoi elles sont difficiles. Parce qu'on touche à beaucoup de choses qui sont à la fois sensibles pour nous, des choses qu'on ne veut pas qu'on touche, et il y a des choses qui sont sensibles pour eux, qui ne veulent pas qu'on touche. Donc il y a des questions comme l'ingérence extérieure, la question de la peine de mort, il y a les questions de la migration, par exemple, qui sont des thèmes qu'on perçoit sur des angles différents. Mais l'important, c'est quoi? L'important, c'est qu'on puisse se rencontrer et discuter. Georges Rebelo Pinto Chikoti, merci. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre entretien. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Quel avenir pour les milliers de PME du continent qui fournissent aujourd'hui 45% des emplois et cherchent à élargir leur marché? La question est plus que jamais d'actualité avec l'arrivée de nouveaux entrepreneurs, certains porteurs d'une expérience internationale, mais souvent ils se heurtent à la question du financement de leurs opérations et à la frilosité des banques, des freins en cascade que Marie Konaté, malienne de Bamako, a décidé de prendre à bras-le-corps à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le résultat, une entreprise à succès, comme l'a constaté notre journaliste Lorraine Rimondi. Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Dans la zone industrielle, un miracle africain. PKL, une PME locale qui produit des aliments pour bébés depuis 20 ans, est parvenue à se hisser juste derrière le leader en Afrique, la multinationale Nestlé. À la tête de ce champion africain, Marie Konaté, 50 ans. Cette Malienne, originaire de Bamako, a fait ses études à Paris. Après une formation d'architecte et d'ingénieur, elle commence par travailler au Brésil, où elle découvre comment le pays utilise les ressources agricoles locales. Elle décide alors de revenir sur le continent pour appliquer sa vision de l'agriculture africaine. Il y a une absurdité en Afrique. L'Afrique exporte ce qu'elle produit et importe ce qu'elle mange. Et c'est tout le contraire au Brésil. Et je trouve qu'il faut changer ça. Marie Konaté a toujours voulu entreprendre. Sensible à la malnutrition infantile, elle décide de lancer son projet, mais les banques refusent de lui prêter de l'argent pour démarrer et investir dans le matériel nécessaire à son activité. Je n'ai pas pu avoir des financements locaux puisque les banques et les bailleurs de fonds considéraient que je n'étais pas fiable. Pas fiable parce que comme l'objectif était de faire des farines infantiles fortifiées, donc j'aurais été concurrent de marques bien connues sur la place. Ces marques ou ces multinationales m'auraient écrasé et donc je n'aurais pas été en capacité de rembourser. Et rien de tout ça ne s'est passé. Nous sommes 3 grandes marques sur la place. Chacun, il y a du soleil pour tout le monde, hein, il y a de la place au soleil pour tout le monde. Refusant de renoncer, elle décide de se lancer avec ses propres deniers. 400 000 francs CFA, soit l'équivalent de 600 €. Mais le financement n'est pas le seul obstacle. L'accès au terrain industriel, au marché ou à la mise en vente des produits sont autant d'obstacles à franchir pour les entrepreneurs. Marie Konaté parvient à les surmonter grâce à une solide formation ainsi qu'à son expérience professionnelle. Elle a aussi bénéficié de mesures administratives prises par le gouvernement ivoirien pour aider les PME, le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Il faut que les banquiers soient formés en tout cas à l'analyse d'un dossier PME et au traitement de ce dossier. Leurs procédures sont lourdes, leurs exigences en garantie sont exorbitantes, mais le pire de tout, qui est-ce qui peut payer 15%, 18% d'intérêt? Donc, avec de tels taux, on porte préjudice au développement de n'importe quelle PME. Si Marie est aujourd'hui à la tête d'une entreprise florissante, tous les entrepreneurs n'ont cependant pas les mêmes cartes en main pour réussir. Difficile à estimer, le taux d'échec est très important en Afrique. Les banques préfèrent soutenir les grands groupes plutôt que de prendre des risques avec les petites entreprises sans garantie.
Didier Akwete organise chaque année un forum sur le financement des PME en Afrique. Pour lui, le problème est d'abord une question de méconnaissance de la part des banques. Les banques, malheureusement, ne savent pas gérer le risque des petites entreprises. Les banques ne veulent pas prendre le temps de gérer ce risque, d'aller visiter la PME. Un problème pour la croissance, puisque ce sont bien les petites et les moyennes entreprises qui créent de la richesse et des emplois. Actuellement, les PME représentent la grande majorité des sociétés privées africaines, un tiers de la richesse du continent, et sont à l'origine de 45% des créations d'emplois. Et elles pourraient encore faire mieux. Les PME fournissent à peu près 90% des emplois dans tous les pays du monde. Or, en Afrique, nous étions dans un paradoxe. Autant nous avions beaucoup de PME, mais qui n'offraient pas assez d'emplois parce qu'elles ont des problèmes d'accès au financement, des problèmes d'organisation. Et aujourd'hui, c'est vraiment salutaire que ces PME prennent le relais. Lancé en 2012, le Fonds africain de garantie propose d'apporter sa caution aux banques privées pour le financement des PME. Répondant à un réel besoin, il est déjà victime de son succès et ne peut pas faire face à toutes les demandes qui avoisinent le milliard de dollars. Nous avons financé pour en gros 150 millions de dollars de garantie. Reparti 30-35% en Afrique de l'Ouest, le même pourcentage en Afrique de l'Est, 20-25% en Afrique australe et le reste en Afrique centrale. Donc nous couvrons pratiquement toute l'Afrique subsaharienne. Nous attaquons depuis, je crois, quelques jours, l'Afrique du Nord. Pour que les entreprises jouent pleinement leur rôle moteur de la croissance, les pouvoirs publics doivent également prendre le relais pour améliorer l'environnement juridique et réglementaire qui encadre les affaires. Le défi est de taille alors que l'Afrique compte 200 millions d'habitants âgés de 18 à 24 ans. Et ils seront 400 millions d'ici 2045. En encourageant et en facilitant la création d'entreprises, les leaders économiques et les institutions africaines gagneraient sur tous les tableaux. On retrouve la deuxième partie de l'entretien avec Georges Rebelo Pinto Chikoti, le nouveau secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, l'OEACP. Je l'ai rencontré avec François Baudry à Bruxelles. Monsieur Chikoti, lors de votre nomination en tant que secrétaire général, vous avez fait une déclaration assez surprenante. Vous avez dit « Il m'arrive de m'inquiéter de la faiblesse de notre organisation ». Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Oui, je crois que notre organisation manquait de visibilité. L'autre, c'est une faiblesse financière. Je crois qu'il faut qu'on y voit pour que l'on puisse mieux acheminer nos programmes antérieurs, avoir une structure plus réduite, mais efficace en termes de travail. Donc nous y travaillons. Votre organisation est une des plus importantes sur la scène internationale, avec 79 pays, et pourtant, elle est inexistante. Comment expliquez-vous ça? Ben oui, c'est cela qui devrait être l'avantage. Parce que si vous regardez aujourd'hui les Nations Unies, vous avez probablement une vingtaine de pays qui sont grands, mais le reste, c'est ce que le monde est. Et je crois que le fait que nous soyons des petits, des gens isolés, il faut qu'on s'affirme davantage et mieux. Il faut que la distance puisse ne pas être un problème. Il faut qu'on enlève ça comme problème. Il faut que la pauvreté ne soit pas un handicap. Davantage, il faut qu'on puisse parler de notre pauvreté, parler de notre isolement, parler du fait que nous sommes des pays de petite taille et que nous sommes des pays de petites populations pour que les gens nous voient, pour que les gens nous écoutent. À vous écouter, on ne peut pas douter que vous êtes passionné par les relations internationales, les questions de développement. Quand est-ce que ça vous a pris cette décision d'être dans ce secteur Oui, bon, ça fait plus d'une trentaine d'années, si vous voulez, que j'ai travaillé. Après mes études, je suis devenu très tôt secrétaire d'État aux affaires étrangères. Ensuite, pendant plusieurs années, pendant 18 années, j'ai été ensuite ministre pendant plusieurs années. Et donc, si vous voulez, ça fait un peu une conséquence de carrière. Mais, voyez-vous, quand vous avez 79 pays, donc avec environ 1 milliard de personnes, donc parmi les plus pauvres, alors donc, vous ne pouvez pas ne pas vous dire un jour, qu'est-ce que c'est qu'on fait dans notre vie et notre travail de tous les jours pour tenir compte du pêcheur qui va prendre 15 poissons par jour et il fait sa vie avec ça. L'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique
existe depuis 45 ans. On a l'impression que c'est un peu un dinosaure, pardonnez-moi l'expression, parce qu'elle a peu de visibilité, peu de crédibilité et on ne voit pas très bien à quoi ça sert. Comment vous allez changer les choses, vous, en tant que secrétaire général? Oui. Là, quand vous êtes arrivé, vous m'avez trouvé dans une réunion. Cette réunion, j'étais en train de travailler avec des avocats ce sont des consultants. Parce qu'il faut redimensionner cette maison. Il faut que je comprenne pourquoi elle n'a pas répondu aux attentes des États membres. Il faut retailler la maison. Il faut que je place les objectifs essentiels de la maison, qui sont la lutte contre la pauvreté, pour l'environnement, et ensuite faire en sorte que les projets, l'accord qu'on est en train de négocier maintenant, il puisse effectivement donner substance aux États membres, mais il faut surtout qu'on soit visible. Alors donc voilà ce que je vois pour les prochaines années. Je crois que la maison a besoin de se revoir. Moi je crois que si vous venez ici dans 2 ou 3 ans, vous allez trouver un immeuble revu, retravaillé et probablement avec que 50% du personnel que j'ai aujourd'hui. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver les émissions sur nos chaînes Facebook, Vimeo et YouTube et sur notre nouveau compte Twitter @AfricaShows. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. C'était notre dernière édition de la saison, mais n'oubliez pas que je vous retrouve début septembre, même chaîne, même heure. Je vous donne rendez-vous avec de nouveaux reportages et d'invités sur l'actualité du continent. Bonne semaine à tous.